Une petite présentation avec Guillaume Trichot. Moi, je suis responsable du service de prévision et climatologie de la région sud-est de la Météo France. Et Guillaume Trichot est un de mes adjoints. Voilà, il est responsable de l'assistance feu de forêt pour la région sud-est. Alors, je vous propose, c'était la commande de Raphaël, d'abord définir ce qu'est un système climatique, de quoi on parle. C'était la commande, et c'est vrai que c'est important de savoir de quoi on parle. Et après, très rapidement, parce que j'ai assez peu de temps, et sûrement que vous avez déjà beaucoup d'éléments à votre connaissance, et après de faire un état des lieux du constat et de voir les projections, et terminer par quelques outils qui peuvent vous permettre de faire votre diagnostic tout seul, et Guillaume complétera avec la partie feu de forêt. Il faut juste descendre la souris. Ah, d'accord. Ah, d'accord, pardon. Oui, alors juste rapidement, la différence météo-climat, c'est quelque chose qu'on a régulièrement. Donc, une question que les gens se posent ou confondent facilement. En fait, la météo, on fait ça aussi, bien sûr, c'est notre travail de base. C'est le temps qu'il fait aujourd'hui, dans les jours à venir, jusqu'à une dizaine de jours, on vous donne des tendances. Ça, c'est donc comment on va s'habiller en fonction du temps qu'il fait. Et là, quand on parle de plus 2 degrés en météo, c'est la variation de température que l'on retrouve au cours de la journée facilement. Là, il faisait 8-10 ce matin. Cet après-midi, on sera autour des 19 degrés. Voilà, on a une variation de température très très forte liée au temps qu'il fait quotidiennement. Quand on parle du climat, là, on fait la moyenne sur des conditions météo sur une longue durée. On fait des moyennes sur 30 ans, typiquement, ce qu'on appelle une normale, pour pouvoir lisser justement les variations quotidiennes, voir les variations d'une année sur l'autre. Et donc là, quand on a 2 degrés de différence, là c'est beaucoup plus conséquent, puisqu'en faisant ces moyennes-là, 2 degrés, ça prend une importance plus grande. La différence, par exemple, c'est qu'on aura, on vous met ici la différence de temps entre Paris et Toulouse. Donc là, c'est 2 degrés, c'est ça. Donc nous, on va parler climat aujourd'hui. Donc je commence par définir le système climatique. Alors le système climatique, de quoi parle-t-on? Hop, voilà. Le système climatique, en fait, c'est un ensemble de ce que je vais appeler sphères de mondes, en fait, qui vont s'interconnecter. C'est beaucoup plus vaste, en fait, qu'une prévision météo. La prévision météo, on s'intéresse à l'atmosphère. Là, dans le système climatique, on va avoir l'atmosphère, vous le voyez en haut à gauche, mais on va avoir aussi besoin de connecter avec les autres sous-systèmes du climat, c'est-à-dire, par exemple, l'hydrosphère, tout ce qui concerne l'eau et le cycle de l'eau. On va avoir la cryosphère, l'eau sous forme évidemment solide, que ce soit sur les continents ou sur l'océan. On va avoir la biosphère, tout ce qui est le vivant. Il va y avoir des interactions, notamment avec le cycle du carbone, etc. Et puis, donc tous ces sous-systèmes, et la lithosphère, bien sûr, qui est de base, bon, ça, à notre échelle, on va dire que ça a moins d'impact. Mais dans un système climatique et donc dans un modèle de climat, donc comme on a des modèles de prévision du temps, on n'a que l'atmosphère, les modèles de climat, eux, il va y avoir une interaction entre tous ces sous-systèmes-là, atmosphère, biosphère, cryosphère, hydrosphère. Il va falloir définir toutes les interactions entre ces sous-systèmes et on va le faire tourner entre guillemets sur des supercalculateurs à Météo France, à Toulouse, et on va pouvoir parler donc de projection climatique. Là-dessus, vous avez 2 forçages, j'y reviendrai après, mais il y a 2 forçages vraiment typiques ici qui sont indiqués. Le premier, c'est le rayonnement solaire. Le soleil, c'est le moteur du climat. C'est lui qui va venir forcer le système climatique terrestre en chauffant plus au niveau de l'équateur qu'au pôle, avec le système des saisons, etc., la distance Terre-Soleil, tout ça va venir donc donner du forçage au système climatique. Donc ça aussi, il faut le définir bien évidemment. Ce qui change en fait aujourd'hui, c'est ce qui est au cœur, c'est les activités humaines. Les activités humaines aujourd'hui vont venir influencer, forcer le système climatique tel que défini précédemment en injectant des gaz à effet de serre au niveau de l'atmosphère, et ça va venir donc du coup bousculer tout ce système climatique qui va devoir travailler pour revenir à un état d'équilibre en permanence. Alors, juste pour revenir sur l'effet de serre en une diapo, l'effet de serre qui fait partie du système climatique et de son fonctionnement, c'est quoi? Vraiment en 2 mots. Vous avez le rayonnement solaire qui a son pic d'émission dans le visible, qui va bombarder l'atmosphère et la Terre, et une partie de ce rayonnement va être réfléchie vers l'espace, à la fois par l'atmosphère et par la Terre. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'albédo. Donc l'albédo terrestre est de 30%, c'est-à-dire qu'il va y avoir 30% du rayonnement
qui va être renvoyée vers la Terre. À partir de là, on va avoir la Terre qui va émettre dans l'infrarouge. Elle émet dans une autre gamme de longueur d'onde, donc du proche infrarouge, avec un pic vers 10-12 micromètres. Et on a du coup là ce rayonnement infrarouge qui lui va pouvoir interagir avec l'atmosphère, les molécules d'atmosphère. On va avoir donc un système de rétrodiffusion, on va dire, pour faire simple, avec les molécules de l'atmosphère. Une partie est perdue vers l'espace, une autre partie revient vers la Terre. C'est ça l'effet de serre. L'effet de serre, c'est un effet naturel, provoqué donc par cette couche d'atmosphère autour de la Terre, qui va venir renvoyer le rayonnement infrarouge terrestre vers la Terre. Sans cette couche d'atmosphère et sans cet effet de serre, on n'aurait pas de vie sur Terre, il ferait beaucoup trop froid. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on injecte les activités anthropiques, causent une augmentation de gaz à effet de serre, puisque ce sont ces gaz à effet de serre qui sont responsables de cet effet de serre, et on a donc une augmentation de ce rayonnement qui revient vers la Terre, de l'ordre de 2 watts par mètre carré. C'est pas beaucoup, mais ça provoque déjà beaucoup de signaux sur le changement climatique. Bon, les autres forçages, qu'est-ce qu'on a comme forçage naturel? On a aussi le forçage volcanique, que je n'avais pas pu citer sur la diapo précédente et qui est là. Et là, ça vous montre un peu ce que ça fait depuis un peu plus de 1000 ans. On a les températures qui peuvent être, qui sont indiquées sur la courbe du haut. En fait, un forçage volcanique, c'est quoi? Ben, c'est une forte émission de particules solides dans la haute atmosphère, donc la haute troposphère ou la basse stratosphère, donc vers 15-20 km. On va avoir une couche comme ça qui va venir couvrir l'atmosphère et ça va faire quoi? Ben, ça va absorber le rayonnement terrestre. Du coup, la température à cette altitude-là va augmenter, mais par contre, ça va empêcher le rayonnement solaire de toucher le sol. Donc à ce moment-là, on a moins d'énergie qui arrive au sol et on a un refroidissement. Cet effet-là dure 2-3 ans en général pour les très grosses explosions, très grosses émissions de particules, et après, ça s'efface et ça diminue. Le forçage solaire, il est modélisé aussi dans les... Alors, bien sûr, les forçages volcaniques, on ne peut pas les prévoir, donc ils ne sont pas modélisés dans projection, mais on fait tourner les modèles sur le temps passé, avec les projections que l'on connaît, on arrive à reproduire les mécanismes des émissions volcaniques. Le forçage solaire, lui, c'est un forçage qui est assez régulier. On travaille encore sur les cycles solaires, mais c'est quelque chose qui fait partie aussi du système climatique, comme on l'a dit tout à l'heure. Et puis enfin, les forçages anthropiques, qui étaient assez neutres, on va dire, jusqu'en 1850, et à partir de la période pré-industrielle, 1850-1900, on a une augmentation vraiment très sensible des gaz à effet de serre et des aérosols émis aussi par les activités anthropiques. Alors voilà pour le système climatique, très rapidement. Je continue avec les observations. Alors les observations, où est-ce qu'on nous en sommes? Donc le dernier rapport du GIEC, donc de 2022, nous dit que nous sommes sur un réchauffement global moyen de 1,2 degré depuis 1900. Alors c'est un réchauffement, comme vous le voyez sur la planisphère en dessous, qui est hétérogène. Vous voyez que plus c'est rouge, plus c'est réchauffé. En effet, les continents se réchauffent plus que les océans. C'est dû à la capacité thermique des sols. Ils emmagasinent plus facilement la chaleur et ils se refroidissent aussi plus vite quand il n'y a pas d'énergie disponible. Les océans ont de l'inertie, ils sont plus longs à chauffer. Donc voilà, vous voyez que le réchauffement n'est pas uniforme déjà. On va voir ce que ça donne en France, mais déjà en Europe, vous voyez que c'est plus rouge foncé. On est dans une zone de réchauffement plus importante. Au niveau des précipitations, on a une forte variabilité, toujours. C'est un paramètre difficile à mesurer, difficile à prévoir, les précipitations, comme vous pouvez le constater régulièrement. Et au niveau des projections climatiques, c'est pareil. Donc on constate une forte variabilité interannuelle dans le climat passé. On constate de forts contrastes géographiques. On a des tendances quand même, bien sûr, avec des zones asséchées sous les tropiques, par exemple, des zones plus humides sur les latitudes élevées, mais on manque de données. 70% d'océans sur le globe, c'est dur de mesurer, c'est un paramètre qui est difficile à mesurer par les satellites aussi, parce que les satellites nous aident beaucoup depuis les années 60, aujourd'hui 80-90% de nos observations viennent des satellites. Donc pour la température, c'est très bien, pour les précipitations, ça ne suffit pas. Donc on manque de données. Donc on a du mal à avoir une tendance, et de toute façon la forte variabilité ne permet pas d'avoir de tendance claire à l'échelle globale sur les cumuls annuels. Ceci dit, on voit que quand il y a de fortes pluies, on a une augmentation de leur intensité et des fréquences. Je vais y revenir.
Mais ça, c'est dû à la loi de Clapeyron, Clausius-Clapeyron. Chaque degré en plus donne 7% de potentiel de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Donc quand l'air se réchauffe, il peut contenir plus de vapeur d'eau. Alors en France, je l'ai réajusté hier pour tout vous dire. J'avais 1,9 il y a 2 mois, 3 mois, quand je mettais par rapport à 2022. En fait, voilà, le réchauffement au niveau de la métropole et Corse, en fait, voilà, France métropolitaine et Corse, on a une augmentation de 2,1. Donc on est déjà au-dessus de ce qu'on a dit tout à l'heure à l'échelle mondiale, 1,2. Là, c'est 2,1 entre 1900-1930 et la dernière décennie. Donc on a en effet quelque chose de très marqué. Vous voyez ici la température annuelle moyenne par rapport à la normale 1961-1990, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui permet vraiment d'avoir une référence stable du climat. Et on voit qu'en effet, on est au-dessus de cette normale depuis une cinquantaine d'années. Au niveau des précipitations, on retrouve la forte variabilité. Au-dessus de la normale, c'est vert, en dessous, c'est marron. On voit qu'on alterne d'une année sur l'autre des choses extrêmement différentes. Donc on a une forte variabilité à l'échelle de la France, pas de tendance générale, et puis quelques évolutions à petite échelle que je vous montre tout de suite. Sur Marignane, alors au niveau de la température, j'ai pris Marignane comme exemple, évidemment, on ne prend pas n'importe quoi, on prend des données en fait, qui sont très vérifiées, on va dire. Voilà, homogénéisées, on dit dans notre langage climatique, avec des données qui sont travaillées, pour ne pas dire de bêtises. Et là, j'ai pris la température maximale l'été. Et là, ça rejoint un peu ce que Raphaël disait en introduction, c'est-à-dire que, oui, on a un déplacement de la courbe de Gauss vers la droite pour les valeurs extrêmes, mais là, justement, quand je disais 1,2 à l'échelle mondiale d'augmentation de température moyenne, 2,1 à l'échelle de la France de température moyenne, et là, si vous regardez l'échelle à gauche, en été, les températures maximales, on est autour de 3-4 degrés en plus. La tendance, la ligne qui est par-dessus l'histogramme, qui marque la tendance sur 11 ans, montre bien qu'on est au-dessus, on est à 3,2 degrés à peu près, sur Marignane. Au niveau des précipitations, j'ai mis ici les cumuls l'été de précipitations. On voit toujours la très forte variabilité, mais on est quand même souvent en dessous, et en effet, il y a une tendance légère à la baisse des précipitations l'été sur notre région. Les vagues de chaleur. Alors ici, c'est une représentation typiquement française. Les vagues de chaleur sont représentées par des bulles, la taille de la bulle étant proportionnelle à l'intensité et à la durée de la vague de chaleur. Et dessus, vous avez l'année qui est marquée. Ce sont les vagues de chaleur depuis 1947. Et j'ai ici mis en évidence depuis 2000, tout ça vous pouvez le sortir tout seul, hein, en fait, hein, quasiment tout ce que je vous montre, sur des outils qui sont disponibles et gratuits et publics au passage. Et j'ai mis en évidence en doré les bulles de chaleur qui se sont produites depuis 2000 jusqu'à 2024. Donc là, ça montre évidemment à l'œil nu, j'allais dire, et c'est bien le cas, qu'il y a plus de vagues de chaleur, qu'elles sont plus longues, qu'elles sont plus intenses, plus souvent. Il y en a souvent 2, voire 3 par été. Nous, avec la vigilance canicule, parce qu'on est un service de prévision, je peux vous dire, c'est même énervant, on passe tout l'été en vigilance canicule, quoi. On sort pas il y a des départements qui n'en sortent pas. Au niveau des pluies extrêmes en fréquence et en intensité. Alors une pluie extrême, c'est quand on a plus de 150 à 200 mm en 24 heures. Donc ce sont des phénomènes méditerranéens dont on parle, ou Cévenol quand ça concerne les Cévennes. Voilà, par abus de langage, mais c'est des pluies intenses ou extrêmes. On a une augmentation du nombre d'événements depuis 1961, à peu près un doublement, mais l'incertitude est assez grande sur le chiffre, donc c'est autour de 2. C'est pour ça que je n'ai pas précisé là. Et une augmentation de l'intensité, on est à 12% actuellement de l'intensité. C'est très variable d'une année sur l'autre, encore une fois, les précipitations. Donc le chiffre 12%, retenez déjà que l'intensité augmente, et plus précisément l'intensité horaire. Je suis en retard déjà. C'est très difficile. Ah, la commande était pas facile. Au niveau des projections, différents scénarios d'émission. Oui, alors ça c'était pour vous dire actuellement où est-ce que nous en sommes, parce que c'est important quand même. Ici vous avez la quantité de carbone émise au niveau mondial. Donc on est sur... et vous avez les scénarios qui sont ici tracés dans
ce qui est probable que nous puissions mettre en place, puissions suivre. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on est dans un scénario, vous voyez, moyen. On est au milieu, à peu près, de la fourchette de scénarios. Donc ici, ce point rouge montre la dernière valeur émise, c'est sur Global Carbon Project. Ça aussi, c'est un site très intéressant pour voir le budget de carbone. On est donc sur une pente moyenne. Ça donne quoi en termes de température? Pour l'instant, quels que soient les scénarios, on est en train de passer la barre des 1,5 degrés gentiment là. On a dit 1,2 pour l'instant, on a eu 1,5 en 2022-23, mais non 2024 pour la première fois a battu 1,5 degré au niveau mondial, mais une année ne suffit pas pour dire qu'on a passé 1,5 degré, il faudra quelque chose de plus stable dans le temps. En tout cas, ce que je voudrais que vous voyez ici, c'est que quel que soit le scénario que nous allons suivre en fonction des décisions politiques et d'émissions, on a les scénarios qui se tiennent dans un mouchoir de poche jusqu'en 2050. La différence de nos actions actuelles se verra vraiment dans la deuxième partie du XXIe siècle. Alors, maintenant, on a changé d'optique actuellement. La France notamment, mais le GIEC aussi, parle plus en termes de niveau de réchauffement. C'est-à-dire que pour coordonner les actions d'adaptation, chacun suivait un scénario et finalement, ça freinait un peu les actions d'adaptation. Donc pour un peu être plus efficace et plus réaliste face à ce réchauffement, on a décidé en France, donc notre gouvernement a décidé de mettre en place une TRAC, la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique. C'est de manière à dire, oui, on va essayer de réduire les émissions, mais on voit bien que ça se réchauffe quand même, et vite, et peut-être même plus vite que des fois ce que les modèles nous disent sur certains paramètres. Il va falloir quand même s'adapter. Et qu'est-ce qu'on choisit comme trajectoire? C'est nous qui allons le fixer. On a pris en fait les accords de Paris 2015, on a pris les engagements des États, et là où on en est actuellement, alors le 1,5 degré, on aimerait bien, hein, on travaille toujours dessus, mais pour être réaliste, on est plutôt sur une pente à 3 degrés. Donc on va dire, on va prendre 3 degrés en 2100 au niveau mondial, c'est plus vers ça qu'on va actuellement, vu les engagements des pays. Bon, ok, et là on a fait le travail de dire ce que ça ferait en France. Ça fait 4 degrés en 2100 en France, 2050, 2 degrés et 2,7 degrés en France. Donc la trajectoire, la TRAC, c'est ça, c'est dire, voilà, il faut se préparer en 2050 à 2,7 degrés en France et à 4 degrés en 2100. Donc maintenant, tous nos outils se calent là-dessus. Alors dans une France à 2,7 degrés, 2022, vous vous rappelez de 2022, l'année la plus chaude en France, voilà, avec plusieurs canicules, etc. L'année 2022 que vous avez, alors je vais la montrer avec la souris plutôt, elle est ici, elle est proche de la médiane en 2050, dans une projection à 2,7 degrés, et elle est une année fraîche en fait en 2100, sur une trajectoire TRAC. Ça c'est le premier résultat. Au niveau de la région PACA, je vous ai mis ce que ça donnait pour 2050-2100, je vous laisse lire, donc 2 à 2,5 degrés, 3 à 4 degrés en 2100. Vous aurez le diapo, hein, donc si vous voulez aller voir. Tout ça, encore une fois, vous pouvez les sortir tout seul. Ensuite, sur les vagues de chaleur. Vagues de chaleur, alors voilà ce que ça donne entre 2003 et 2022. 2022, on vous a mis en repère les 3 vagues de chaleur qu'il y avait eu. Qu'est-ce que ça donnera dans une France à 2 degrés, donc suivant la TRAC, en 2030? Ça donnera plus de vagues de chaleur, plus longues, plus intenses. On est à peu près dans le même... c'est ce qu'on vit actuellement, quoi, en gros. Maintenant, si je passe sur une France à 2,7 degrés à l'horizon 2050, on en a des plus longues, des plus nombreuses, des plus intenses, des plus sévères, bien sûr. Et puis dans une France à 4 degrés, c'est là où, oui, c'est le moment qui fait peur, où c'est 2003, ça devient une année fraîche, 2022, c'est une année fraîche, parce que 2003, ça commence à remonter maintenant. On n'est plus la majorité à l'avoir vécu, mais... voilà, là, on voit que 2022, qui est la bulle grise, là, repérée, on est dans la partie basse des projections les plus fortes, là. Au niveau des précipitations, 2022, vous vous rappelez aussi, c'est une année extrêmement sèche, où il a fallu, évidemment, prendre des mesures draconiennes dans notre région. Eh bien, en été, 2022, elle est ici, là, si vous voyez sur la partie droite du slide, je suis en train de vous le montrer avec la souris. 2022, c'est une année qui se rapproche de la médiane en 2050, et c'est une année dans la médiane en 2100. Donc l'année 2022 est une année normale en fin de siècle, au niveau sécheresse, au niveau précipitation estivale. Les hivers vont avoir tendance à être plus pluvieux, vous voyez que la médiane, elle augmente.
Précipitations intenses augmentent. Ça, c'est la loi de Clausius-Clapeyron qui nous l'avait dit. Je ne reviens pas là-dessus. Et sur les phénomènes méditerranéens, on s'attend à des précipitations plus intenses, plus fréquentes, mais surtout des intensités horaires. Ce n'est pas tant le cumul total qui va augmenter, c'est surtout en 1 heure ou en moins d'1 heure, et nous on le voit en tant que prévisionniste, on le voit régulièrement, on voit ces intensités très fortes en 20 minutes, 30 minutes, qui vont tomber sur des endroits qui sont très urbanisés et qui vont causer des dégâts, alors que les quantités d'eau ne sont pas forcément au final importantes, mais tombent en très peu de temps. Ressources en eau, Guillaume y revient, donc je ne m'attarde pas, mais évidemment, tout le cycle de l'eau est perturbé, donc quand il pleut, il pleuvra plus, mais la chaleur fait que les sols s'évaporent et ça sèche aussi beaucoup plus vite. Et je termine juste pour vous dire que, comme c'est compliqué en effet toutes ces projections climatiques à échelle régionale, vous avez un site DRIAS qui permet d'accéder aux données, c'est un portail gratuit de données climatiques. Vous allez avoir aussi une traduction de ces données-là sur Climadiag, par exemple. Donc vous avez des rapports, aussi des rapports en ligne, vous verrez tout ça, vous n'hésitez pas à nous contacter pour avoir de l'aide. Mais Climadiag, je fais juste un focus là-dessus parce que ça vous permet d'avoir accès à la projection climatique de fine échelle en tapant juste votre commune. On vous donnera le point de grille, entre guillemets, le plus proche. C'est une moyenne de 5 points de grille en fait. Et voilà, c'est quelque chose qui permet d'accéder à tout le monde, d'accéder, par exemple ici sur Pierrefeu du Var, d'avoir l'évolution des paramètres de manière très simplifiée. En termes, il y a une quinzaine d'indicateurs. Je m'arrête là, Guillaume, si tu veux prendre la suite. En région sud-est, région méditerranéenne, et référent aussi pour la zone de défense et de sécurité sud. Je te laisse avec la souris. Merci Raphaël. Donc Hélène a planté le décor sur l'observation de ce changement climatique et les perspectives. Donc on va se concentrer sur l'impact sur le danger météorologique feu de forêt, végétation. Alors un premier diagramme pour revenir sur l'observation du danger météo-feu avec un indicateur annuel. Donc cet histogramme reprend le pourcentage annuel de la surface touchée par des conditions propices au départ des feux de forêt. Nous sommes sur la France entière, au travers d'un indicateur qui est d'avoir au moins donc, en unité surfacique, on va dire au pixel, qui est représenté par les calculs, l'analyse, de 30 jours au moins de l'indicateur IFM, donc l'indice de forêt météo, qui est un indicateur d'ambiance, de niveau de danger météo-feu, d'au moins 20. Voilà. Donc, qui n'est pas anodin, qui n'est pas nul. On voit une forte variabilité annuelle. Donc, on remonte à 1959, donc sur la France entière, jusqu'à 2023. Désolé, je n'ai pas l'année 2024. C'est un indicateur suivi par l'ONERC, qui a été dissous, je crois. Donc, on essaie de suivre cet indicateur qui est intéressant pour montrer que donc on a cette forte variabilité annuelle, mais aussi, au vu de la courbe de tendance, qui est une moyenne sur 11 ans, pour chaque année, on regarde 5 ans avant, 5 ans après. Et puis, si on compare, donc, si on regarde cet indicateur-là, dans les années 60, qui touchait 20% du territoire, donc un danger feu sur 20% du territoire, à minima, et dans les années 2010-2020, ça représentait la moitié du territoire. Et l'année 2022, sur laquelle Hélène a pas mal aussi insisté, on était à 90% du territoire concerné par cet indicateur-là. Voilà, l'année 2022 qui se démarque fortement. Voilà pour l'observation du danger feu. Je vais très vite, mais on va revenir sur le contexte qui fait que l'impact sur le danger météorologique feu est fort dans ce contexte de changement climatique. Les perspectives, c'est on va continuer à observer des températures en hausse à toute saison. Et on a vu avec un différentiel plus important en été en France que l'hiver, 1 degré de plus en gros. Et ça, l'augmentation de température intrinsèquement va augmenter l'évaporation des sols et l'évaporation l'évapotranspiration des plantes, d'une part. Des hivers plus doux qui vont favoriser, des attaques de parasites. On observera de moins en moins de journées de gel. Donc une fragilisation intrinsèquement de la végétation,
voire un dépérissement. La poursuite d'augmentation du nombre de journées chaudes, alors 30 degrés, 35 degrés, j'aurai quelques indicateurs là-dessus à vous montrer, sachant que le danger météo-feu s'aggrave nettement avec des seuils de température, et notamment au-dessus de 30 degrés, de 35 degrés. Donc on a des éléments négatifs défavorables justement à cet impact sur les feux. Des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes et intenses. Voilà, c'était l'observation et ce sont les perspectives, notamment en vue de 2050, à la moitié de ce 21e siècle. C'est aussi une baisse de la pluviométrie, et notamment en été, alors hors montagne, qui semble être plus favorisée sur les cumuls de précipitations, en tout cas à l'échelle des mois d'été, mais sinon c'est globalement une baisse de la pluviométrie. Et la conséquence, hausse de température, une pluviométrie en baisse en été, évaporation des sols en forte hausse, c'est l'assèchement des sols. Qui dit assèchement des sols, moins d'eau disponible pour la végétation. Donc un assèchement qui va s'intensifier au cours du XXIe siècle, en toute saison, avec des sols plus durablement secs, donc des sécheresses plus fréquentes, plus intenses et plus durables. Donc des impacts, vous comprenez bien, sur le danger feu de forêt. Alors, au travers de la trajectoire de réchauffement dont s'est dotée la France et l'horizon 2050, donc avec horizon de réchauffement à 2,7 degrés en moyenne sur la France, si on regarde l'efficacité des pluies, sorte de bilan hydrique simplifié, pseudo-bilan hydrique, on fait le ratio, enfin la différence pluie, l'apport par les pluies et la perte par évapotranspiration potentielle, mais ça donne déjà une bonne idée. Si on regarde la médiane, c'est-à-dire une année sur deux, on est sur des cumuls annuels, et à l'échelle des régions, donc on regarde ça en termes d'indicateurs régionaux, on a un pseudo-bilan hydrique très déficitaire, donc, vous voyez, de 60 à 90 mm par région, avec un intervalle de confiance à 90% assez large, mais toutefois bien centré sur le déficit. En complément, même si ce n'est pas la TRAC, c'est issu du portail DRIAS-O. Donc Hélène vous a cité pas mal de points d'information. Donc DRIAS-O, c'est assez récent, et c'est donc pour le suivi de toute l'interface sol-atmosphère, et enfin le suivi du cycle de l'eau en fait. Et là on regarde, donc on est cohérent avec ces éléments annoncés au travers de la TRAC. Là on regarde sur la carte, donc en spatialisé, l'écart de l'évapotranspiration réelle cumulée, donc cette perte d'eau par les plantes, et donc par rapport à la référence 76-2005, donc on va dire c'était juste hier. Et sur un horizon, donc je vous dis, c'est pas la TRAC, mais on est sur un horizon 2041-2070, relativement centré sur les années, on va dire 2050, et on est dans cet ordre de grandeur avec autour de 40 à 80 mm de plus de pertes anneaux, sol, végétation. Les très fortes chaleurs, j'y reviens, mais là on est sur des indicateurs régionaux sur le nombre de jours avec des températures maximales au-dessus de 35 degrés. Donc là, on est sur un seuil qui n'était pas fréquent, voire très proche de zéro ces dernières décennies, et qui se met déjà à décoller et qui va continuer à s'aggraver. Donc sur la médiane, une année sur deux, c'est en 2050, on est à 6 jours de plus en Occitanie, 3 en PACA, 2 en Corse, mais on peut aller, selon l'intervalle de confiance des projections, on peut aller jusqu'à 6 à 8 jours. Indicateur régional, donc 35 degrés, donc c'est à l'échelle de la région. C'est important, sachant que là on est dans des niveaux aussi très très défavorables sur le danger feu, quand on atteint ces valeurs-là, au-dessus de 35, voire 40 degrés, comme on a eu cet été, et de façon très précoce d'ailleurs. Sur le vent, pas de signaux marqués. Si on s'en tient aux maxima quotidiens, si on regarde les maxima quotidiens les plus forts, on n'a pas de signal ni à l'échelle nationale, ni à l'échelle régionale. Sur l'humidité relative, même si on peut trouver un abaissement de ces humidités relatives ou nombre de jours
avec de jours secs en termes d'humidité relative ces dernières décennies. À l'échelle régionale et en perspective, on n'a pas encore d'études réellement disponibles. Ça devrait venir à l'horizon du prochain rapport GIEC. Si on regarde les sols secs, avant d'arriver sur le danger feu proprement dit au travers de l'indice feu météo, les jours secs, au travers de l'indice SWI, le Soil Wetness Index, inférieur à 0,4, donc marquant donc, les sols secs, aujourd'hui, ou du moins hier, la référence 76-2005, on était sur 80 à 180 jours en gros dans la région sud. On va augmenter de 15 à 35 jours de sol sec annuellement pour l'horizon 2050. Alors sur le danger feu, au travers donc, de l'indice feu météo, que l'on a pris au seuil de 40 pour avoir au moins, pour aller viser les niveaux de danger à minima élevés, voire très élevés. Je fais quand même cette mention qu'il est calculé à 12 heures, donc on ne va pas rechercher forcément l'indice maximum de chaque journée. Donc ça sous-estime probablement déjà l'impact, mais il faut surtout voir les écarts attendus. La référence, on est sur 10 à 60 jours de danger à minima, donc modéré à fort, voire très fort, autour de la Méditerranée. Et horizon 2050, on est sur plus 5 à 16 jours, sachant que cette façon de suivre l'indice est certainement plutôt minimisante, je dirais, par rapport au danger réellement attendu. Si vous allez sur le portail Climat-Diag commune, vous pouvez retrouver tous ces résultats à l'échelle des communes, avec une agrégation autour de la commune, pas sur le seul pixel du centre-ville, je dirais. Donc je vous propose le Salon de Provence. Alors on est toujours sur le nombre de jours avec un danger à minima élevé. Donc on est sur une augmentation, la référence vous l'avez en gris, pardon, donc 44 jours, et on va sur un ajout de 14 journées, c'est la médiane, donc ça peut aller, l'intervalle est plus large, hein, évidemment, jusqu'à 70 jours en danger à minima élevé sur Salon de Provence, sachant qu'à la fin du siècle, on gagne encore une vingtaine de jours. Sur Tuir dans les Pyrénées-Orientales aussi, qui m'a paru intéressant. Bon, voilà, évidemment la même tendance, c'est 13 journées de plus, là on est sur des augmentations de risque d'environ 25 à 35%, et voilà, sans parler de la fin du siècle. Donc, rapidement, en synthèse, l'augmentation des conditions favorables au feu, donc, on voit ça depuis les années 60, ça va se poursuivre, ça va s'intensifier. Alors, principal facteur du danger feu global, c'est l'augmentation de la sécheresse des sols et donc de la végétation. On va vers une extension spatiale et temporelle de la zone exposée au feu, on l'a vu déjà dans le passé, ça va s'intensifier avec des régions qui étaient jusque-là peu concernées de façon très épisodique. On l'a vu en 2022, 90% du territoire était concerné. L'année 2022 deviendra la norme en 2050 en termes de danger, d'extension, d'impact du danger feu sur le territoire métropolitain. Donc c'est quasiment tout le territoire qui sera concerné par ce risque. Donc c'est un nouveau risque pour certaines régions du centre, du nord de la France. C'est aussi l'allongement de la saison au feu, on comprend bien, plus chaud, plus sec à toute saison, un démarrage plus précoce de la saison estivale. Ces dernières années, on a vu quelques exemples déjà, hein, avec le feu de Cerbère hein, au mois d'avril, et une fin de campagne plus tardive. Là aussi, ces dernières années, on se rappellera le octobre 2017, où la campagne ne se terminait jamais, avec un danger feu qui perdurait. Ça a été le cas cette année aussi.
de façon assez localisée, on l'a vu sur la Corse, côté de l'Estérel ou en Languedoc. C'est 15 jours de sensibilité supplémentaire en 2050, mais jusqu'à 1 à 2 mois si on garde cette trajectoire des plus 3 degrés ou des 4 degrés sur la France. Intensification encore plus forte dans le sud, où on connaissait déjà le danger, et avec des températures d'autant plus fortes, le différentiel, l'augmentation qui est encore plus forte en été dans le sud-est, marque forcément une intensification, notamment dans nos régions, un cœur de saison plus marqué. Le risque incendie sera multiplié jusqu'à un facteur 2. Alors, pas en région méditerranéenne, mais en bordure, oui, le risque augmente x2 pour 2050. Nous, on est sur 25 à 50% en termes d'augmentation du risque en nombre de jours. Et par 4 en superficie, voilà. Donc ça, c'est l'extension spatiale. Et l'année 2022, qui était un bon exemple de ce que l'on devrait connaître, mais annuellement, dans 25 ans, autour de 25 ans, à l'horizon 2050. Voilà. Parfait. Donc, je suis Julien Ruffo, je suis chargé de recherche, chercheur à INRAE à Avignon, dans une unité qui porte sur l'écologie des forêts méditerranéennes. Et donc, pour faire suite un petit peu à la présentation de Météo France, je vais m'intéresser là ici un peu à l'impact de ces changements climatiques sur les régimes de feu, en faisant vraiment un focus sur les feux extrêmes. Alors on ne va pas pouvoir tout balayer là en 10 minutes, mais au moins donner quelques éléments, quelques résultats et puis quelques pistes de recherche sur lesquelles on travaille à l'heure actuelle sur ces questions-là. C'est sur la souris. Il faut descendre avec la moelle. Ouais. Alors, avant d'aller plus loin, juste un petit rappel de contexte historique. Donc, si on regarde, j'ai représenté là la variabilité interannuelle des feux depuis 50 ans sur la région sud-est, juste pour rappeler que, bon, malgré le discours ambiant, on est quand même dans une décroissance importante des feux, une tendance significative de la diminution des feux sur la région méditerranéenne française. Donc, avec une diminution importante des surfaces brûlées. Alors, on suppose qu'elle a tendance un petit peu à ralentir là sur les dernières années, mais c'est difficile à analyser sur une période si courte. Et tendance qui s'explique par l'amélioration des politiques de suppression et prévention qui jusqu'à maintenant ont pu, on l'a vu, contrecarrer l'effet des changements climatiques qui ont été montrés par Météo France là, sur les dernières années, notamment dans le sud de la France. Alors ceci dit, si on fait ce même exercice sur les prochaines années et sur les prochaines décennies, donc c'est ce qu'on a fait, donc on utilise les scénarios de projection climatique fournis par Météo France et puis on donne ça à manger à nos modèles de projection d'activité des feux. Ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, si on garde les mêmes conditions, c'est-à-dire les mêmes politiques de suppression et de prévention qu'on a actuelles et globalement la même organisation territoriale et le même type de végétation, ce qu'on observe, c'est que d'ici la fin du siècle, dans le scénario à plus 3 degrés, on devait avoir une augmentation d'environ 2,5 des surfaces brûlées, donc ce qui est vraiment considérable. Et puis, on l'a vu, une extension de la zone à risque avec une remontée des feux dans les zones de moyenne montagne et les zones tempérées, et une extension de la saison des feux. Donc, je vais vite là-dessus parce qu'on l'a déjà vu. Alors, ceci dit, ça ne répond pas complètement à la question qui était posée, parce que ça devrait s'accompagner également d'une augmentation de à la fois la fréquence et l'intensité des feux extrêmes, donc qui est elle-même due à l'augmentation des conditions météorologiques extrêmes. Alors, ceci dit, c'est beaucoup plus incertain sur cette question-là, pour plusieurs raisons. Donc je vous propose de regarder un peu ça. Donc, avant d'aller plus loin, juste petite parenthèse définition, en se demandant qu'est-ce qu'un feu extrême, et finalement comment est-ce qu'on peut définir un feu extrême, est-ce que ça fait consensus? Donc la réponse est oui et non, comme toujours. Donc il y a eu des tentatives de définition de ces feux extrêmes, une qui, je dirais, a rassemblé le plus de consensus, et c'est quelque chose qui a été fait en 2018 par des collègues portugais, là, qui ont défini les feux extrêmes comme un phénomène pyroconvectif dépassant la capacité de contrôle des forces de lutte,
avec une vitesse de propagation supérieure à 3 km/h et présentant une distance de projection de Brandon au-delà de 1 km de distance en avant des fronts planes, et un comportement et une propagation erratique. Donc cette définition, elle est très intéressante parce qu'elle est très détaillée, elle est fondée sur le comportement, ce qui nous semble être un élément essentiel de la définition du caractère extrême des feux. Le revers de la médaille de cette définition très centrée comportement, c'est qu'elle est actuellement peu opérante. Peu opérante pourquoi ? En tout cas peu opérante pour les scientifiques. La raison étant qu'on n'a pas d'observation de ce type de données de comportement qui nous permettent d'objectiver le développement de ce type de phénomène, voire de l'expliquer avec tout un tas de paramètres météorologiques ou de végétation, etc. Alors, ceci dit, ça ne nous empêche pas de travailler. Si on est d'accord pour dire que cette définition est globalement peu opérante et difficile à travailler pour nous, on a adopté un petit peu des chemins de traverse. Soit en s'intéressant à des événements particuliers sur lesquels on a des remontées terrain ou des observations très centrées, soit en utilisant des données qualitatives. Ça peut être par exemple des observations du caractère extrême des feux par les services de suppression des incendies, donc par les pompiers, soit en utilisant des proxys du comportement. Donc c'est aujourd'hui la source de données la plus importante, et la source de données la plus importante, c'est la taille des feux, qui est certes un proxy un peu imparfait, mais en regardant les feux extrêmes, on peut faire l'hypothèse qu'un feu devient extrême en taille parce qu'il a été dans une certaine mesure extrême en comportement. Et donc c'est vraiment aujourd'hui notre source de données qui reste la plus importante pour étudier ces événements extrêmes. Et quand on s'intéresse à ces événements en regardant un peu ces caractères de taille, on voit qu'il y a trois grandes hypothèses qui se dessinent un peu d'un point de vue climatique, météorologique, pour expliquer ces phénomènes. Le premier, c'est effectivement l'augmentation des dessèchements de la végétation, donc dû à des sécheresses prolongées ou plus intenses, un dessèchement de la végétation qui va lui-même favoriser le développement d'énergie au sein des incendies. Le deuxième, c'est la croissance de l'intensité et de la fréquence des conditions météorologiques instantanées extrêmes, donc température, humidité, ou ce qu'on va appeler l'association de la température-humidité, qui est ce qu'on appelle le déficit de pression de vapeur. Donc un terme un peu technique qui nous est fondamental pour nous, puisqu'il représente globalement la force de succion de l'atmosphère sur l'eau des plantes. Donc c'est vraiment le paramètre clé pour expliquer les incendies. Et un troisième facteur qui est très important, qui fait de plus en plus de bruit, c'est potentiellement l'instabilité atmosphérique. Je vais y revenir juste après. Ah oui, donc point important, c'est que ce sont trois hypothèses non excluantes. Sous-entendu, elles peuvent se combiner. On peut avoir des événements dans lesquels plusieurs choses se relient les unes entre elles. Aussi, on peut avoir différents types de feux extrêmes. Donc il ne s'agit pas de dire qu'il y a un seul facteur, il y a un seul driver de ces feux extrêmes. On peut avoir des feux extrêmes qui présentent des caractéristiques différentes selon l'association de ces trois paramètres-là. Alors, pour faire un petit détail sur ces différentes causes, et juste pour les illustrer une par une, donc la cause 1 qui est le dessèchement de la végétation. Donc là, j'ai représenté des observations qui sont faites dans le cadre du réseau hydrique mené par l'ONF, sur lequel il y a des mesures du dessèchement de la végétation, donc ce qu'on appelle nous le contenu en eau de la végétation, tout au long de la période estivale, depuis maintenant 20 ans, 30 ans, je ne sais plus. Rémi, tu pourras me dire. 30 ans, merci. Donc on a utilisé ces données sur le département des Bouches-du-Rhône, et on a regardé quel était l'état hydrique de la végétation pour l'année 2016. 2016 dans les Bouches-du-Rhône, c'est le feu de Rognac de Vitrolles, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui est un feu qui a avancé très vite avec un caractère assez extrême, qui fait environ 2000 hectares, si ma mémoire est bonne, et associé, du coup ce qu'on a pu montrer ici sur ce feu de Rognac-Vitrolles, c'est qu'effectivement, en 2016, on avait des caractéristiques de sécheresse de la végétation qui étaient extrêmes, puisqu'on voit bien là, la courbe bleue qui est très en deçà des normales qu'on a observées sur les 30 années d'observation sur ce réseau-là. Donc juste une première illustration. Alors,
une deuxième illustration, donc du coup cette fois-ci sur les conditions météorologiques intenses, avec un événement beaucoup plus récent, c'est le feu de Ribaute, donc dans l'Aude cet été, plus de 11 000 hectares. Donc ce qui est représenté ici sur les points noirs, c'est l'ensemble des conditions horaires observées d'association entre vitesse du vent en abscisse et déficit de pression de vapeur en ordonnée. Ok ? Et donc ça, c'est sur la station météorologique juste à proximité du feu de Ribaute. Ce qu'on observe, c'est qu'on a une espèce de forme en triangle, là, globalement. Et cette forme en triangle, elle dit quoi? Elle dit qu'on ne peut pas avoir à la fois des vitesses de vent très importantes et des déficits de pression de vapeur très importants. Ça, c'est dû aux conditions, à la structuration du système climatique. Par contre, ce qu'on observe, c'est que, donc là j'ai représenté en rouge les conditions dans lesquelles on a observé le feu de Ribaute. Ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, le feu de Ribaute, il n'a ni eu lieu dans des conditions de déficit de pression de vapeur extrême, ni eu lieu dans des conditions de vitesse du vent extrême. Par contre, il a eu lieu dans des conditions d'association de vitesse du vent et de déficit de pression de vapeur extrême. C'est-à-dire qu'il se trouve vraiment sur cette ligne-là, qui représente l'extrême qui représente l'extrême de l'association de ces deux paramètres-là. Donc c'est l'extrême de l'association bivariée, on appelle ça la distribution bivariée. Et donc tout ça encore pour complexifier un petit peu le discours, de dire que on peut avoir des extrêmes de déficit de pression de vapeur, on en a observé pour certains feux. On peut avoir des extrêmes de vent, on a observé pour certains feux, mais aussi on peut avoir des extrêmes de l'association de ces paramètres-là. Et c'est potentiellement un des effets des changements climatiques. Ouais. Bon. Ah. C'est potentiellement un des effets du changement climatique qui va venir un petit peu élever cette ligne de distribution bivariée entre conditions de déficit de pression de vapeur et vitesse du vent, et potentiellement apporter des nouvelles conditions jusqu'alors qui n'étaient pas observées jusqu'à maintenant. J'essaye d'aller vite. Troisième cause, donc j'ai parlé récemment, là, très rapidement, de ce qu'on appelle l'instabilité atmosphérique. Donc l'instabilité atmosphérique, ça représente la structuration atmosphérique de l'atmosphère et la capacité de l'atmosphère à venir tirer sur la colonne de feu. Donc on pense que c'est un paramètre important parce que ça va favoriser le caractère pyroconvectif des feux qui peut à son tour provoquer et alimenter le caractère un petit peu extrême. Et donc là j'ai représenté une étude des collègues portugais. Et donc en abscisse ici on a ce qu'on appelle le Haynes Index. Bon, peu importe, c'est globalement un indice qui représente le caractère de l'instabilité atmosphérique. Donc plus il est élevé, plus on suppose que l'atmosphère est instable. Et en ordonnée ici est représenté l'indice forêt météo. Et ce que nos collègues portugais ont montré ici, c'est que en fait, les indices de couleur là représentent la probabilité qu'un feu de 150 hectares dépasse 2000 hectares. Voilà. Et ce que nos collègues portugais ont montré, c'est que en fait, la probabilité qu'un feu devienne plus important, grossisse, devienne plus gros, est plus importante lorsqu'on a une association à la fois d'instabilité atmosphérique et d'indice forêt météo. C'est l'association de ces deux paramètres-là qui peut potentiellement aussi être un facteur de risque de feu extrême. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, on peut aussi s'amuser à faire des modèles en rassemblant l'ensemble de ces connaissances. Donc, c'est ce qu'on a fait là. Donc, on a globalement rassemblé toutes ces informations qu'on a sur le climat, sur ce qu'on sait sur le développement des feux extrêmes, sur des données feux. On met ça dans des modèles spatio-temporels, bayésiens, de machine learning, peu importe. Et on peut regarder exactement comment et où est-ce que le risque est plus important et comment est-ce qu'il évolue avec le temps, etc. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc là, on l'a fait à l'échelle européenne parce que, étant donné le caractère extrême, on n'a pas beaucoup d'événements sur lesquels travailler, donc on est obligé de grossir un peu les échelles spatiales pour avoir assez de matière. Et là, du coup, on a regardé les feux supérieurs à 5000 hectares qu'on a définis comme étant notre caractère extrême des feux. Donc on a fait ces modèles-là, et puis après on a regardé la tendance sur, donc là c'est les 40 dernières années, du risque de feu extrême sur l'ensemble de l'Europe, sur la France et sur l'Europe.
Donc ça, c'est la carte des tendances. Bon, sans surprise, c'est assez en augmentation sur l'ensemble de l'Europe. Et on a montré, par exemple, que en fait, depuis le milieu des années 80, on a un doublement de cette probabilité de feu extrême au niveau européen. Et ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est que quand on s'intéresse au cas français, on s'aperçoit que c'est une région au sein de l'Europe qui est particulièrement à risque. Alors c'est pas la seule, c'est aussi le cas de l'Allemagne, c'est globalement le cas de toutes les zones dans lesquelles le risque était très, très peu élevé jusqu'à maintenant et qui est en train d'éclore. Et la France en fait partie, et ce qu'on observe sur la France, c'est qu'on a une augmentation de plus 170% sur les 40 dernières années de ce risque, cette probabilité de feu extrême. Donc on peut faire évidemment le même exercice en utilisant cette fois les projections, mais on ne l'a pas encore fait, donc je ne vais pas pouvoir le montrer. Et donc juste pour apporter quelques développements et de choses sur lesquelles on travaille, donc je vous ai dit qu'on avait jusqu'à maintenant peu d'éléments pour travailler sur vraiment le comportement, parce qu'on n'était pas capable d'observer du comportement, donc c'est un peu en train de changer, enfin on espère que ça soit en train de changer, notamment parce qu'il y a des nouvelles générations de satellites là, qui sont en développement, enfin qui viennent d'être lancées, notamment la troisième génération de satellites Météosat, géostationnaires, donc qui sont une vraie amélioration d'un point de vue résolution spatiale par rapport à ce qu'on avait jusqu'à maintenant. Et donc, à partir de ces satellites, on peut vraiment, donc on a commencé à travailler sur les résultats de ces satellites, on peut avoir des estimations de comportement qui sont beaucoup plus fines et qui on pense, pourrait nous amener à pouvoir vraiment travailler sur ces notions de vitesse de propagation et d'intensité des feux, chose qu'on ne pouvait pas faire jusqu'à maintenant parce que la résolution n'était pas assez bonne. Donc là, voilà, j'ai juste mis une illustration de ce qu'on a commencé à faire sur le feu de Ribot, là, où on arrive à retracer, en fonction du temps, l'intensité du feu de manière beaucoup plus crédible de ce qu'on avait par rapport à ce qu'on avait avant. Je crois que j'ai terminé. Ouais. Merci. Oui, merci. Donc, bonjour à tous, Rémi Savasi du pôle national DFCI de l'ONF. Donc moi, la commande était de raconter un peu ce qui se passe sur la végétation. On a vu ce qui se passe sur la météo, mais on a aussi cet impact du changement climatique sur la végétation. Et du coup, en regard du risque incendie, on a une sorte de double peine. C'est-à-dire qu'on a vu l'effet sur les conditions d'éclosion et de propagation qui augmentent, mais en même temps, on a des effets sur la végétation. On a une teneur en eau de la végétation vivante qui diminue du fait de ces conditions. On a une augmentation de la mortalité et des dépérissements. Et puis, on a aussi des difficultés de reconstitution. Donc, on a une espèce de cercle vicieux qui peut se mettre en place. Rapidement quand même, pour faire des projections, avant de montrer ce qu'on observe déjà, on a une étude qui a été faite il y a 2 ans maintenant, qui, en combinant plusieurs indices météo, on les a confrontés à la végétation en place. Alors, on n'a pas été capable de faire l'hypothèse des changements de végétation, mais en l'appliquant à la végétation en place, c'était intéressant de montrer qu'on avait ce risque qui augmentait. Alors comme ça a déjà été montré, hein, qui s'intensifie dans les zones où il y avait déjà... Alors, j'ai pas le pointeur, pardon. Voilà, on a, sur les zones, la Méditerranée, le sud-ouest, qui était déjà bien à risque dans la référence, on voit que ça s'intensifie, mais on voit aussi ce que montraient déjà les 2 présentations précédentes, une extension du risque vers le nord et puis vers les montagnes. Donc ça, c'est important à garder en tête. On a un quasi-doublement des surfaces de végétation très sensibles à l'incendie. Donc c'est ce premier résultat. Et donc ça, c'est avec de la végétation en place, donc sans l'effet végétation. Mais ça va se confronter à des risques de dépérissement. On a de nombreuses essences qui risquent de ne plus être dans leur aire naturelle simulée. À titre d'exemple, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres, on prend le chêne Cécile qui est présent quasiment partout en France.
On a des études, on a des outils qui permettent de voir un peu comment se placent les essences. On voit que actuellement l'aire de compatibilité qui est le vert, c'est quasiment toute la France, et on voit à l'horizon 2070, dans un scénario intermédiaire de changement climatique, donc pas forcément le scénario le plus grave, on voit que ce chêne il sera plus forcément à sa place dans une grande partie de la France. Donc c'est ça qu'il faudra prendre en compte. On n'est pas forcément capable de bien prévoir les conséquences réelles. On fait des hypothèses, mais on n'a pas fait de modèle pour dire à tel moment qu'est-ce qu'il y aura à la place. On sait que ces essences qui sont plus dans leur aire naturelle simulée, elles seront par contre toujours là, mais elles seront forcément plus sensibles aux événements climatiques extrêmes, plus sensibles aux sécheresses, aux canicules, aux tempêtes. Donc il risque de se passer des choses sur ces espèces-là. Également une plus grande sensibilité aux attaques parasitaires. Les insectes, les champignons, les bactéries, tout ça va profiter de la faiblesse de l'arbre pour s'y installer et pour le rendre encore plus faible. Donc ça a un effet qui va se cumuler. Et puis ça peut aller jusque de la mortalité. Alors soit mortalité directe ou diffuse, c'est-à-dire on va avoir soit des grands pans de forêt qui vont tous mourir d'un coup, soit des arbres qui meurent un peu au milieu, et ça peut avoir des effets un peu différents. Et dernière chose qui est difficile de prévoir, parce qu'on est toujours dans l'hypothèse, quels seront les choix de gestion? Est-ce que les gestionnaires vont laisser leur forêt comme ça? Donc ça dépérit petit à petit, mais on ne sait pas trop quoi faire, donc on laisse comme ça. Est-ce qu'on va carrément tout raser et remplacer par d'autres essences? Et donc ça, c'est des choses qu'on n'est pas capable pour l'instant d'intégrer dans un modèle pour dire qu'est-ce qu'on aura à l'horizon 2050, 2100, qu'est-ce qui se sera passé. Et donc, si on rentre un peu en détail sur la mortalité de la végétation, voilà, je parlais d'effets variables suivant comment aurait lieu cette mortalité. Ben dans la strate arborée, on va avoir des choses différentes. Si c'est une mortalité massive, donc on a des grands pans de forêt qui meurent d'un coup, ben on aura forcément une forte augmentation du combustible sec, mais jusqu'à la phase d'exploitation, parce que là ce sera certainement exploité si tout est mort. Mais après, derrière, on aura des jeunes peuplements. On va reconstituer la forêt, ou elle va se reconstituer toute seule, mais en tout cas on aura des jeunes peuplements qui sont forcément plus sensibles. Et selon la taille de ces grands pans, ben on risque d'avoir une homogénéisation des structures sur des grandes surfaces, ce qui peut poser problème aussi, puisqu'on sait que ce qui est bon pour la forêt, pour la résilience de la forêt, c'est plutôt une hétérogénéité des structures. Par contre, quand on a une mortalité diffuse, ben là on peut avoir quand même un impact aussi. On aura une augmentation plus ponctuelle du combustible sec, parce que c'est pas tous les arbres qui seront morts, donc on n'aura pas tout ça. Par contre, le fait, comme on le voit sur les images là, des houppiers qui sont plus clairs, ça va amener plus de lumière au sol. Donc on s'attend à ce que ça favorise le sous-étage dans des peuplements qui étaient avant fermés, et donc du coup que ça augmente la présence de structures qui sont plus favorables à la propagation du feu. Donc là aussi, c'est peut-être moins grave à court terme, mais à plus long terme, ça peut changer les structures et puis changer la sensibilité du peuplement en son entier plutôt que de la simple espèce. Juste des remarques sur la présence d'arbres morts ou de bois morts, parce que c'est une des conséquences là-dessus, en termes opérationnels. Ça amène rapidement plus de combustible fin. On a rapidement, c'est mal tourné ma phrase, c'est moi qui l'ai écrite, mais non, on aura rapidement, on n'aura plus ce combustible fin, c'est-à-dire que quand un arbre meurt, au début il a ses aiguilles, ses feuilles qui sont encore présentes, et donc là on a du combustible fin qui est disponible, mais rapidement ça diminue. On le voit sur cet arbre-là, on n'a plus que des grosses branches, on n'a plus toute la partie fine de la végétation qui participe à la combustion. Donc
Donc rapidement, un arbre mort comme ça, il ne pose pas un problème pour la participation à la propagation du feu. Donc il ne faut pas s'inquiéter d'avoir des arbres morts en forêt. Ça ne dure pas longtemps le moment où ça augmente le combustible. Par contre, c'est une source de points chauds résiduels. Quand on a des arbres comme ça, ils ne vont pas forcément participer à la propagation du front. Par contre, ils vont continuer de se consumer et ça devient une contrainte pour la lutte. Les collègues pompiers qui sont dans la salle pourront le confirmer. On va passer beaucoup plus de temps à éteindre les points chauds et à éteindre un feu à cause de ça. Donc, il faut relativiser, mais ça reste quand même un problème. Et puis, pas oublier de rappeler l'intérêt écologique de ce bois mort en forêt. Et donc, il faut peser tous ces aspects-là pour ne pas se dire il faut nettoyer toutes les forêts et enlever tout le bois mort des forêts. C'est ces éléments-là qui sont à prendre en compte pour l'avoir en tête. Et donc, je voulais faire ces remarques-là qui paraissaient importantes. Et du coup, rapidement, quelques illustrations pour montrer que ces choses-là, toutes ces hypothèses qu'on fait, on l'observe déjà depuis quelques années. Donc on a des exemples, les mortalités un peu conséquentes. On a le cas de l'épicéa dans le quart nord-est. Ça se cartographie et on voit même à l'échelle d'une toute petite carte comme ça, on voit bien que ça peut prendre des surfaces très importantes. Donc c'est des choses qui existent déjà, ces mortalités généralisées. Et puis un autre exemple, dans le massif des morts, suite aux sécheresses de 2016-2017, des taches de mortalité un peu plus diffuses, mais qui posent quand même des problèmes en termes de propagation des feux. Le cas des Pyrénées-Orientales, donc c'est sur des images de 2024, 2 ans de sécheresse continue, été comme hiver. On a observé de la mortalité des arbres assez importante, mais aussi des arbustes méditerranéens, donc des espèces qui sont vraiment adaptées à nos climats et qui ont commencé à mourir. Et sur quelques dizaines de milliers d'hectares, donc des choses assez importantes dont il va falloir tenir compte dans le futur. On s'attend à avoir ces observations-là un peu partout en zone méditerranéenne. L'effet des canicules, on a vu avec les petites bulles de Météo France une augmentation à venir des canicules. On a l'exemple de la canicule du mois de juin 2019 avec un fort effet sur la végétation qui n'était pas encore en repos végétatif, donc qui était assez sensible. Et on a vu des pans entiers de chênes kermès notamment, on le voit là-dessus ou sur un peu plus au loin sur l'image en dessous. Des pans entiers de chênes kermès qui ont brûlé. Et donc ça a amené du risque. Dans un large arrière-pays, là on n'est pas sur on s'éloigne un peu du littoral où on a le plus de risques actuellement, mais dans un large arrière-pays, une végétation qui jusque-là résistait plutôt bien à l'été, et on a commencé à avoir des impacts un peu partout sur la végétation, et ça s'est traduit en opérationnel avec des feux inhabituels. Un feu dans le Lyonnais, alors 27 hectares. En Méditerranée, ça paraît pas important, mais c'est un feu assez exceptionnel dans cette région-là. Et puis dans le Tarn-et-Garonne, un feu de quasiment une centaine d'hectares au mois de septembre, sur de la végétation qui avait subi ces effets de la canicule. Les exemples aussi, on parle de sensibilité aux attaques de parasites. Ça, c'est des constats qui avaient été faits dans l'été 2024. On a la pyrale du buis, qui est un petit papillon qui va manger le buis. Et on voit bien là, cette photo, elle est intéressante parce qu'on voit qu'on a des herbacées qui sont assez vertes et qui ne donnent pas une impression de risque important. Et pourtant, la strate de-dessus, tous les buis qui sont grignotés par les chenilles de ce petit papillon, on a une augmentation du combustible sur cette strate-là qui est très importante. On le voit avec d'autres types d'attaques aussi, et à chaque fois une augmentation du combustible disponible qui rajoute au risque.